parole aux tous les co-responsables de la spécialisation agrotique, Léo Pichon, Lionel Bonbrun, Arnaud Ducancher, donc à la fois pour la partie Montpellier-Rennes et puis pour la partie Bordeaux Sciences Agro, puisque vous le savez, la spécialisation est sur les deux écoles. Voilà. Merci Bruno. Donc nous, on voulait clôturer ce séminaire en fait en revenant sur la formation agrotique et en vous partageant finalement les réflexions, les questions qu'on se pose au sein de la formation agrotique face à l'arrivée de cette IA générative et comment on s'est organisé au sein de la formation agrotique pour répondre à ces questions-là. Donc tout d'abord, je sais qu'il y a beaucoup d'agrotiques et d'anciens agrotiques dans la salle, mais il n'y a pas que des anciens agrotiques dans la salle. Donc je voulais commencer par dire ce qu'on fait en agrotique, qu'est-ce qu'on forme. Donc on forme des ingénieurs agronomes qui sont à l'interface entre les questions de numérique et d'agriculture. Et donc ces interfaces, elles peuvent se matérialiser de différentes formes. Donc j'ai repris ici les résultats de l'enquête métier auprès des diplômés des 3 dernières années avec 4 profils métiers qui émergent. D'ailleurs, il y a certains étudiants, coucou Mathieu, qui sont dans la salle. Donc le premier profil métier, c'est des ingénieurs agronomes qui vont travailler dans des structures agro, donc dans des chambres d'agriculture, dans des coopératives agricoles. Et leur métier, ça va être de développer et d'accompagner le déploiement des outils numériques au sein de ces structures agro. Le deuxième profil métier, c'est des profils plutôt chefs de produits qui, eux, vont travailler dans des structures qui sont des éditeurs, des concepteurs d'outils numériques pour l'agriculture et qui, eux, vont être plutôt la casquette agro dans ces structures-là. Ils vont être en charge d'identifier le besoin métier et de faire évoluer les outils et les services pour qu'ils correspondent à ces besoins-là. Le troisième profil métier qu'on forme, c'est ce qu'on appelle, nous, les responsables géomatiques, qui vont être en charge de concevoir des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'information à composante géographique. C'est une composante qui est très forte parmi dans les missions de nos anciens. Et puis un dernier profil qui a émergé en particulier sur ces dernières années, c'est le profil de data scientist, qui va être en charge d'analyser les données qui sont générées par les clients ou par la société. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui en agrotique. Et puis finalement, il y a 2 ans et quelques, est arrivée l'IA générative, on l'a testé, on en a discuté entre collègues, et les questions qu'on s'est posées, et ça fait écho à la présentation de Philippe, c'est est-ce qu'on doit intégrer cette technologie dans la formation? Est-ce que cette technologie, elle va faire évoluer les métiers que je viens de vous présenter? Et c'est peut-être spécifique à cette technologie-là, on s'est aussi posé la question, ça fait écho à ce que disait Philippe, est-ce que ça change nos manières d'enseigner? Est-ce que ça va changer la manière d'apprendre de nos étudiants? Voilà, donc on s'est posé toutes ces questions-là autour de l'IA générative. Et finalement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment on s'organise pour répondre à ces questions-là. Donc comment est-ce qu'on peut suivre, et merci Bruno, ta transition était bien préparée, comment est-ce qu'on peut suivre, ici il ne m'écoute pas, comment est-ce qu'on peut suivre ces évolutions technologiques et les changements de métier qui les accompagnent. Ok. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en agrotique, finalement, ces questions-là, on se les pose aujourd'hui, on se les pose sur l'IA générative, mais ça fait en fait 30 ans qu'on se pose ces questions-là. En l'occurrence, que les personnes qui sont confortablement assises dans ces chaises se posent depuis 30 ans. Et je voulais aussi juste revenir pour se rendre compte de ce que c'était les technologies il y a 30 ans, parce qu'il y a certaines personnes qui étaient là, qui s'en rappellent, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas encore nées. Donc simplement pour qu'on se rende compte de ce à quoi ça correspondait, les technologies, quand on a lancé Agrotique il y a 30 ans, un ordinateur, c'était ça. Un téléphone portable, c'était ça. Alors, il y a des experts de ces époques-là qui pourront... on a eu un débat tout à l'heure aussi sur le téléphone. Internet, ça ressemblait à ça. Et puis la salle agrotique, ça ressemblait à ça. Donc la salle agrotique, c'est la salle dans laquelle on forme les étudiants, avec un superbe vidéoprojecteur et un jeune professeur plein d'avenir, Bruno Tisser. Voilà, donc finalement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce ça fait 30 ans qu'on se pose ces questions-là, et comment on s'est organisé, comment on s'est structuré pour être capable de suivre, éventuellement d'anticiper, mais surtout de suivre, ne soyons pas trop ambitieux, suivre ces évolutions technologiques et les changements de métiers qui vont les accompagner. Donc la première chose qui pour nous est important, c'est qu'on pense que pour être capable de suivre ces évolutions, il faut qu'on sorte de nos laboratoires, il faut qu'on sorte de nos équipes, et il faut qu'on échange avec les professionnels. Les professionnels, c'est nos alumni, c'est nos anciens étudiants, c'est
leurs employeurs, c'est nos partenaires. Il faut qu'on ait des espaces dans lesquels on va pouvoir être en mesure de discuter et d'échanger avec ces partenaires professionnels. Donc pour ça, on a monté un certain nombre de dispositifs que vous connaissez sûrement. Le premier d'entre eux, c'est la chaire agrotique. Donc ça a été évoqué par Sarah. C'est une structure dans laquelle il y a 28 entreprises qui sont membres. Et en fait, collectivement, on réfléchit à quels sont les enjeux autour du numérique en agriculture. Donc comment se passe cette réflexion? Sarah l'a évoqué, c'est au travers de groupes projets, au travers de séminaires comme celui qu'on organise aujourd'hui, qu'on en organise à peu près 2 par an, au travers de bulletins de veille qu'on produit, au travers d'un observatoire des usages du numérique, et je fais écho à la présentation, à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui nous permet finalement collectivement de réfléchir et d'identifier ces enjeux et de détecter des signaux faibles autour du numérique en agriculture. Et puis le deuxième type de dispositif qu'on a mis en place, on en a 2, un à Bordeaux qui est le Digilab, un autre à Montpellier qui s'appelle le MAS numérique. Et là, c'est plutôt sur la partie opérationnelle, donc c'est des exploitations agricoles en production, dans lesquelles on va pouvoir tester, expérimenter des outils numériques pour l'agriculture. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on teste, on expérimente, on observe les équipes du domaine qui s'approprient ou non ces outils, et surtout on en discute entre nous et avec des partenaires professionnels. Et ça nous permet d'identifier aussi des signaux faibles pour répondre aux questions qu'on se pose de est-ce que cette technologie, c'est finalement un feu de paille ou c'est quelque chose d'avenir qu'il va falloir qu'on intègre dans la formation agrotique. Donc je reprends ici, ces différents dispositifs nous permettent de travailler de manière proche avec un certain nombre de partenaires. Ici, j'ai repris les logos des entreprises qui sont membres de ces dispositifs. Voilà, ça c'est la première organisation qui nous paraît importante, c'est d'avoir ces espaces d'interface avec les professionnels. Et puis le deuxième aspect, c'est le fait d'avoir une formation qui soit modulaire et flexible. Et pour ça, je vais passer la parole à Arnaud qui va vous expliquer comment on s'organise pour répondre à ça. Alors oui, effectivement, avec Lionel, on va faire plus un focus sur la formation. Hein. Donc on a voulu modulaire et flexible. Pourquoi? Oh non. La dépêche, ça sera plus simple. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas là. Ok. Donc en fait, il manque des diapos, mais c'est pas grave. Donc une formation qu'on a voulu modulaire et flexible, parce qu'il faut effectivement depuis 30 ans, la formation n'a cessé d'évoluer compte tenu des avancées technologiques. Et donc là vous voyez, là on vous présente la formation telle qu'elle est, l'organisation de la formation telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc ça fait 3-4 ans qu'on a mis en place ce dispositif. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation est découpée en blocs, hein, donc des périodes et des séquences par bloc, qui correspondent à des durées de 2-4 semaines. Donc, pour rappel, donc, la formation sur des écoles, donc de septembre à décembre, les étudiants sont à l'Institut, sur le campus de Montpellier, de janvier à mars à Bordeaux Sciences Agro. Et donc, au sein de ces 2 dispositifs, il y a d'abord des troncs communs, voilà, qui sont des modules essentiels, avec des compétences de base que doit avoir un étudiant agrotique, quel qu'il soit. Et ensuite, après les troncs communs, on a ce qu'on appelle des modules optionnels. Alors, je ne vais pas les détailler, hein, le détail est en dessous. Hein, voilà, les différentes thématiques ou les différents domaines qui sont abordés dans ces modules optionnels. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'on ait cette organisation en bloc, c'est facilement adaptable, modifiable et interchangeable. Voilà, c'est ça qui est important. Et un autre point qui est important, c'est que dans la promo, au niveau des effectifs agrotiques, on a 2 populations, des étudiants et des alternants. Et le fait qu'on ait cette formation un peu modulaire et flexible, les élèves agrotiques, hein, qui englobent les étudiants et les alternants, finalement ont la possibilité un peu de personnaliser leur parcours. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant par rapport à cette organisation. Donc si on revient plus à la thématique... Excuse-moi Arnaud, peut-être pour réactualiser, pour certains, c'est peut-être juste que aujourd'hui la formation agrotique, c'est à peu près 30 étudiants. Donc c'est pour dire que les anciens, ils ont connu des effectifs beaucoup plus faibles, et que la majorité des étudiants, aujourd'hui, sont en alternance, sont soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, ce qui nous a poussé à mettre en place cette organisation. Donc pour vous donner une idée des statistiques aujourd'hui, 30 étudiants en agrotique, il y en a 19 qui sont en alternance. Voilà, donc
l'alternance en fait prend le pas sur la formation initiale. Ouais, merci Bruno. Effectivement, ça fait depuis 3-4 ans qu'on atteint les effectifs maximum qui est 30 étudiants. Effectivement, plus de la moitié de la promotion est en contrat pro, en apprentissage, effectivement. Donc si on revient sur la thématique de l'IA, alors je ne vais pas rentrer en détail parce que Lionel Bonbrun va prendre la parole juste derrière. Donc effectivement, côté Montpellier, on a un petit cours introductif sur l'IA. Voilà. Donc c'est quelque chose de très général pour une introduction, on va dire, à ces technologies. Et ensuite, côté Bordeaux, il y a des modules qui sont dédiés, notamment l'IA en télédétection. Et c'est donc ce que va vous présenter Lionel juste maintenant. Merci Arnaud. Hop. Ça. Donc voilà, je vais faire un petit panorama un peu de la façon dont on a intégré l'IA dans le cadre de la formation agrotique, pour donner quelques petits exemples d'utilisation de cette IA et de cette IA générative également. Donc un des premiers exemples, c'est la proposition d'un module optionnel autour du machine learning et du deep learning. Donc c'est un module qu'on a mis en place déjà depuis 6-7 ans dans le cadre de la formation agrotique. Et c'est un module qui a pas mal évolué, parce qu'au début il était proposé sur une semaine, qui était principalement focalisé autour des approches plutôt de machine learning un peu traditionnelles. Et au fur et à mesure, on l'a fait évoluer pour faire introduire une demi-journée autour du deep learning, de l'introduction au deep learning. Et maintenant, ce module-là, il a une part vraiment un peu plus large, avec 2 semaines de formation et une semaine à part entière sur du deep learning, avec des projets qui sont réalisés par les étudiants sur un projet relativement complet qui va de la définition d'un protocole, de la prise en main des capteurs, de l'acquisition de la donnée, de la labellisation finalement des images qui sont acquises par ces capteurs, jusqu'au traitement et à la présentation et la restitution de ces résultats. Et un exemple de projet, on peut par exemple citer celui-ci autour de la reconnaissance de symptômes foliaires pour des approches de classification en vision par ordinateur, pour détecter finalement quel est le type de symptôme qui est présent sur cette feuille, et détecter ici que c'est un symptôme d'ESCA. On a également eu des projets autour de la segmentation d'images, avec par exemple des applications autour de la segmentation de graphes dans ces images. Donc à partir de cette image en entrée à gauche, on va essayer de détecter uniquement les baies qui sont présentes dans cette image. Et également des applications autour de la détection, avec notamment des applications autour de la détection de bourgeons. Et vous voyez notamment ici une image avec des étudiants agrotiques d'il y a 2-3 ans qui ont fait des acquisitions sur le terrain en novembre-décembre. Autour de, cette fois-ci, de l'IA plutôt générative, on peut s'en servir autour de la génération de code. Je vous montre ici un petit exemple, ça a déjà pas mal été développé dans les précédents exposés. Donc ici, par exemple, en tant qu'enseignant, j'aimerais obtenir un code PHP qui va me permettre de tracer un graphique qui va montrer l'évolution, la prévision de la température sur la ville de Bordeaux. Et j'aimerais avoir cette prévision sur les 24 prochaines heures en récupérant les données d'OpenWeatherMap en utilisant l'API 2.5. Et j'aimerais que ce graphique soit effectué avec la bibliothèque qui s'appelle iCharts. Donc je fais cette petite requête, ça me prend 30 secondes pour écrire cette requête-là. Je la demande à mon générateur favori et j'obtiens finalement un certain résultat avec le code qui est présenté à l'écran. On ne voit pas forcément très bien, mais il utilise bien l'API OpenWeatherMap, c'est bien l'API 2.5. Il me donne les explications pour pouvoir utiliser ce code-là avec les informations où je dois remplacer ma clé API. Donc c'est finalement ça qui va prendre le plus de temps, ça me prend globalement 7-8 minutes pour retrouver cette clé-là. Et quand je teste ce code, j'obtiens directement le graphique souhaité avec cette évolution de la température sur cette ville, sans avoir eu aucune modification à faire dans mon code. Donc c'est un gain aussi de productivité qui peut être assez conséquent une fois qu'on a acquis ces bases autour de la programmation et qu'on est capable d'interagir avec cette IA. Une autre application potentielle, c'est l'aide au débugage de code et qu'on peut notamment se servir dans le cadre des projets, une fois qu'on a acquis ces compétences aussi en développement web. Et notamment, un exemple ici, j'ai fourni directement une page web en mettant à l'intérieur une petite erreur dans le code. C'est un code assez simpliste, c'est simplement un petit formulaire avec à l'intérieur une validation des champs qui sont présents dans le formulaire. Et je dis simplement à mon IA générative que ce code ne fonctionne pas. Est-ce qu'il peut m'aider à trouver cette erreur?
Et j'ai des explications ici de l'erreur qui a été effectivement commise, avec toutes les explications et le code qui est corrigé. Donc ça va être aussi pour les étudiants moyen d'être assez autonome dans ce débugage, et aussi de monter en compétences pour trouver leurs erreurs et interagir finalement avec ces outils d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'IA, finalement, elle a pris une place de plus en plus importante, de façon assez naturelle dans le cadre de la formation, que ce soit de l'IA ou de l'IA générative. Et donc, finalement, on reste assez à l'écoute aussi pour faire évoluer finalement, nos contenus pédagogiques et les adapter pour les étudiants. Merci Lionel. Moi, je voulais juste terminer cette présentation par une petite mise en abîme en fait, en disant que finalement le meilleur moyen pour nous de rester au contact des questions technologiques et de l'évolution des technologies et des métiers, c'est d'échanger régulièrement avec notre réseau et de le consolider. Et donc une journée comme celle-ci, elle contribue à faire tout ça. Donc on a hâte de faire la soirée de ce soir pour continuer à avoir la suite. Je ne sais pas, ceci dit, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des propositions, même si vous les avez identifiées, hein, c'est les co-responsables de la formation agrotique, vous pourrez échanger avec eux ce soir pour si vous avez des propositions. Il y a une question, Manon. Et bonjour à tous, oui, donc Manon Morlet, donc promo agrotique 2010. Je travaille actuellement chez Dorian, un éditeur de logiciels. Et moi, je me pose la question, effectivement, on a vu la vitesse à laquelle évoluent toutes ces technologies. On a parlé d'IA aujourd'hui, mais on pourrait parler de capteurs, de plein d'autres sujets. Est-ce qu'on envisage au sein de la formation agrotique d'avoir à terme des modules peut-être accessibles en formation continue ou à distance, ou qui puissent aider les agrotiques ou autres à rester à la page? Merci Manon pour cette question. Je suis d'accord, elle s'applique finalement à toutes les technologies. Une des raisons qui a présidé au fait qu'on passe avec un fonctionnement modulaire dans notre idée au départ, c'était de pouvoir permettre ça, c'est-à-dire de se dire les capteurs, on va en parler pendant une semaine, et donc ça permettrait d'intégrer sur la formation initiale des personnes de formation continue. Donc conceptuellement ça marche. Pratiquement, ça marche pas très bien. On l'a testé, ça marche pas très bien. On l'a expérimenté, mais c'est vrai que c'est pas un grand succès. Par contre, nos équipes, que ce soit à Montpellier ou à Bordeaux, organisent des formations sur des sujets très spécifiques à destination de professionnels, avec cette fois-ci seulement un public de professionnels. Et le format qui marche bien, c'est le format à la journée. Finalement, sur des formats une semaine, qui en plus est une semaine un peu mitée, parce que le jeudi, il y a projet. Ça ne se prête pas en fait, à une formation pour des professionnels.